Bienvenue à tous encore une fois et merci pour votre présence sur cette nouvelle rencontre de l'Institut de la gastronomie végétale. Je suis particulièrement ravie aujourd'hui de vous accueillir pour cette rencontre spéciale qui vous fera découvrir la marque Abies Lagrimus. Et je suis heureuse de recevoir Claude Sarda, qui en est son fondateur et qui va vous emmener dans un parcours découverte de ces larmes joyeuses de sapin. Bonjour Claude, merci d'être avec nous. Bonjour Karine et bonjour à toutes et tous depuis Perpignan. Voilà. Claude, je te propose de te présenter puis de nous raconter la belle histoire d'Abies Lagrimus. Très bien. Et moi, je suis fils de vigneron déjà, d'un petit village qui s'appelle Vengro. Alors, Vengro, vous ne connaissez pas, mais si je vous dis Tautavel, ça vous parlera peut-être un peu plus. C'est l'homme le plus vieux d'Europe. Donc, la grotte se situe entre Tautavel et Vengro. Et c'est un homme qui a vécu il y a 450 000 ans. Et donc, je viens de ce petit village dans les Corbières catalanes. Je suis d'une famille donc, de vignerons de plusieurs générations. Quand j'étais étudiant, j'avais fait un arbre généalogique. On était arrivé jusqu'à la Révolution française à peu près, où mon aïeux était ce qu'on appelait à l'époque un journalier, donc quelqu'un qui travaillait à la journée. Et puis petit à petit, bon, ma foi, au fil des ans, mes ancêtres ont constitué un petit vignoble et mon père, quand je suis arrivé, il avait une vingtaine d'hectares de vignes, de produits qui peut-être aussi vous diront quelque chose, du muscat de Rivesaltes, du Rivesaltes, donc des choses assez intéressantes, un petit peu oubliées malheureusement aujourd'hui, mais bon, qui étaient quand même assez intéressantes. Donc moi, j'ai choisi plutôt, alors toute ma famille était dans les vignes, alors moi j'ai fait les vendanges aussi quand j'étais jeune, mais j'ai choisi plutôt une voie différente. Bon, j'ai eu la chance peut-être d'être le premier à aller à l'université, et donc j'ai une maîtrise en sciences économiques à l'université de Perpignan, il y a 40 ans en arrière. Et je suis parti travailler à l'étranger. Alors, quand je dis l'étranger, moi, je me voyais plutôt aux États-Unis ou en Australie. Mais le premier poste qu'on m'a proposé, c'était Bruxelles, la Belgique. Bon. Et finalement, je me suis dit, ben, pourquoi pas, à 24 ans, on va aller en Belgique, où on parle français là-bas déjà, il y a quelque chose. Et puis, bon, en tant que fils de vigneron, nous, à l'époque où je jouais au rugby aussi, c'était plutôt le pastis et le vin. Et quand j'avais quasiment jamais bu de bière, et quand je suis arrivé en Belgique, alors la première chose que j'ai faite, ça a été de trouver une équipe de rugby. Voilà. Donc, alors j'ai joué quelques années au Royal Sporting Club d'Anderlecht, pas la section foot, mais la section rugby. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer de suite au rugby, on joue à 15, mais bon, on est une trentaine. Et donc, une bonne vingtaine d'amis qui avaient ma génération, des étudiants aussi, des bons vivants, et qui, eux, m'ont fait aussi connaître et déguster donc, les bières. Et j'ai passé 4 ans à Bruxelles. C'est ce que j'appelle souvent ma troisième jeunesse. Ma première jeunesse, c'était le village de Vengro, quand on est jusqu'au lycée. Donc, ben, on est entre les copains et les copines du village. On ne voit pas grand-chose que les fêtes du village, les fêtes des villages tout autour. Donc jusqu'à l'université. La deuxième, ça a été l'université de Perpignan, où alors là, j'ai continué à jouer au rugby, et là, c'était les Booms, UNEF et compagnie, donc je pense que certains d'entre vous ont dû faire la même chose. Et puis cette troisième jeunesse en Belgique. Donc voilà, donc pour faire vite, et là-bas, j'étais donc l'assistant du directeur commercial des vignerons catalans, qui était une grosse structure à l'époque. Et de Bruxelles, on vendait les vins du Roussillon dans toute l'Europe du Nord, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark. Et c'est là où j'ai fait en fait mon apprentissage de commercial, et donc que j'ai commencé à constituer un réseau de clients à l'étranger. Et ensuite, hop, je suis revenu en pays catalan voilà, à l'âge de 30 ans. Et là, j'étais directeur commercial de la plus grande cave coopérative du Roussillon, la cave de Bachasse d'Ombrial. À l'époque, on faisait plus de 100 000 hectos de vin, donc c'était très important. Et puis, 3 ans aussi après, là, j'ai passé presque 20 ans. Puis après, je suis rentré dans le plus important domaine viticole du Roussillon, le domaine Lafage, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai fait l'essentiel de ma carrière professionnelle à vendre les vins du Roussillon en France et dans le monde entier, puisque à l'époque, je suis allé au Canada, aux États-Unis, à Taïwan, en Chine. Et donc, j'ai constitué un petit réseau comme ça de clients.
Et il y a 10 ans de ça, 10-12 ans, bon, quand on a marre de travailler pour les autres, on pense un petit peu à voir avec l'expérience qu'on a si on peut créer une activité. Et donc, pour en revenir maintenant à Abies Lagrimus, enfin, je travaillais beaucoup aussi avec l'Andorre. Alors, l'Andorre, pour ceux qui connaissent, c'est une petite principauté dans les Pyrénées. Et donc, j'avais un de mes meilleurs amis. On était étudiants, on était au lycée ensemble, on a été étudiants ensemble, on a joué au rugby ensemble. Et c'est en Andorre que j'ai rencontré un chef français qui était installé et qui m'a fait déguster, il y a 12 ans maintenant à peu près, le sirop de sapin des Pyrénées. Et il m'a dit, Claude, tu devrais t'intéresser à ça parce que c'est assez original et c'est gastronomique, c'est intéressant, il y a beaucoup de choses. Et finalement, donc, bon, à l'époque, c'était, je vous disais, c'était le moment où j'avais envie de trouver autre chose. Le vin, j'en avais fait le tour, j'aurais pu, hein, j'avais le réseau que j'avais, bon, trouver ou créer moi ma propre marque de vin ou autre, mais enfin, j'étais moins intéressé là-dessus. Et le sirop de sapin m'a de suite intéressé parce qu'en fait, il y avait deux choses qui sont originales pour un produit. C'est que c'est à la fois un produit qui a beaucoup de vertus et de qualités sur le plan santé-bien-être. Et nos anciens, à l'époque, quand ils faisaient le sirop de sapin dans les Pyrénées il y a 100, 150 ans, c'est ce qu'ils recherchaient. C'était tout ce qu'il y avait à l'intérieur du sirop, des huiles essentielles, de l'éoléresine, des polyphénols. Ils ne savaient pas tout ça il y a 150 ans. Moi, depuis, j'ai fait caractériser, analyser le sirop et aujourd'hui, je sais ce qu'il y a à l'intérieur. Mais c'était un produit qu'eux utilisaient en automne et en hiver pour renforcer leur défense naturelle. Quand ils avaient un problème de gorge ou de voie respiratoire en Andorre ou dans les Pyrénées, ma foi, ça les aidait bien. Et puis surtout, la deuxième utilisation, c'était ce que m'a montré le chef, c'était que lui l'utilisait déjà en gastronomie. Et donc, d'avoir un produit comme ça, c'est assez rare, hein, il n'y en a pas beaucoup, que vous pouvez à la fois vendre, entre guillemets, ou proposer dans un circuit santé-bien-être des pharmacies. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de clients pharmacies ou des particuliers sur notre site internet qui nous commandent nos sirops de sapin pour le côté santé-bien-être. Et puis, ben, ce qui est arrivé ensuite, là, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, sur la partie gastronomique. Donc, il m'a fait goûter ce sirop de sapin. Comme je montais régulièrement en Andorre, je traversais donc les Pyrénées, je voyais ces sapins tout autour de nous. Je me disais, il y a sûrement quelque chose à faire. Et donc, j'ai commencé à me renseigner, j'ai regardé. En fait, l'histoire était assez intéressante puisque c'est un produit, comme je vous l'ai dit, que nos anciens on faisait il y a 100, 150 ans. J'ai même trouvé dans une pharmacie de Puigcerdà. Alors, Puigcerdà, c'est une petite ville frontalière côté espagnol chez nous, entre Font-Romeu, pour ceux qui connaissent à peu près, et l'Andorre. Et un pharmacien espagnol, catalan, m'a montré une recette en catalan donc du sirop de sapin qui était fait il y a à peu près 100 ans, qui expliquait déjà comment nos anciens élaboraient ce sirop de sapin. Donc, il y avait quand même une histoire assez originale, intéressante, unique. En fait, ce qui est original aussi dans ce que je fais, c'est qu'il n'y a rien qui m'appartient. Les sapins, ben, d'abord, ils poussent à 1700 mètres d'altitude, donc déjà on est en haute montagne, hein, vous le voyez derrière moi sur un petit peu ce qu'on a mis en photo. Et donc, c'est l'ONF qui gère ces forêts domaniales. Et donc, dès le début, j'ai mis en place avec l'ONF une charte de récolte durable et responsable qui me permet, comme ça, quand la saison va démarrer, on démarre en août-septembre, donc de récolter les cônes de sapin, puisque c'est le fruit de l'arbre qu'on va utiliser pour en extraire la sève et la résine et obtenir notre sirop de sapin. Et deuxièmement, en parallèle avec l'Office national des forêts, je suis dans le parc naturel des Pyrénées catalanes. Alors ça aussi, c'est assez intéressant puisque ça m'a permis, bon, je suis adhérent maintenant bien sûr du parc naturel, et donc de bénéficier de la marque Valeur Parc. C'est psychologiquement d'avoir cette référence, cette marque Valeur Parc Naturel, qui est quand même assez intéressant. Et donc aujourd'hui, ben, à côté du côté bio, puisque tous nos produits sont bio, vous avez le petit logo qui est derrière à côté de moi, qui indique que tous les produits dont je vais vous parler aujourd'hui sont labellisés bio avec EcoCert et donc avec pour certains cette valeur parc naturel. Tu peux peut-être nous parler de la récolte et de la fabrication des produits, comment ça se passe dans les montagnes et ensuite dans ton atelier? Voilà. Alors là, voilà, là c'est là où on va rentrer alors jusqu'à présent, c'est assez simple, mais effectivement, comme je vous ai dit, la récolte se passe, donc on est en haute montagne, on est les arbres, alors c'est le sapin qu'on utilise, c'est l'Abies alba.
Il y a à peu près 25 espèces de sapins différentes, mais celui que nous utilisons dans les Pyrénées catalanes, c'est l'Abies alba, c'est le sapin blanc, alba, comme la truffe blanche d'Alba en Italie, le sapin pectiné. Et en fait, on va récolter ce que faisaient nos anciens. Ce sont des arbres qui font jusqu'à 35 mètres de hauteur, donc en haute montagne, hein, c'est assez sportif. Et donc, les cônes de sapin qu'on va utiliser ne poussent qu'au sommet des arbres. Alors, ce sont des cônes femelles qui sont à la recherche de la lumière et du soleil. Il faut imaginer des bananes, c'est à peu près comme une banane. Et donc, ils poussent verticalement au sommet des arbres. Et donc, je fais venir ma coille de vendangeur. Alors, j'en ai quelques-uns en Ariège, j'en ai aussi en Espagne. Et donc, ils viennent, ils grimpent au sommet des arbres. Tout se fait à la main. Ouais, donc là, c'est assez sportif. Ils sont bien sûr, alors si vous allez voir notre site internet, vous aurez quelques vidéos là, qui montrent cette récolte assez sportive, hein, très sportive même, je devrais dire. Et donc, on récolte les cônes de sapin à la main. Et là, directement, on va faire exactement comme le faisaient nos anciens. Alors, c'est une recette toute bête, toute simple, hein. On prend 12 kilos de cônes de sapin et 10 kilos de sucre. Et on va faire macérer ces cônes de sapin dans du sucre, sans rien ajouter d'autre. Alors, du sucre bio, bien sûr, puisqu'on est labellisé bio. Et au bout de quelques semaines, donc là, on récolte en général au mois d'août, la récolte s'étale d'août à septembre. Et donc, on récolte ces cônes de sapin, on enclenche la macération et on va laisser macérer ces cônes de sapin dans le sucre pendant 2 à 3 mois, donc d'août à novembre. Et donc, petit à petit, le sucre va capter la sève et la résine et naturellement, sans rien faire d'autre, on obtiendra notre sirop de sapin qu'on n'aura plus qu'à filtrer et conditionner. Quand j'ai démarré l'activité il y a 10 ans, l'idée de base, c'était vraiment de se servir du sirop comme le faisaient nos anciens pour le rentrer dans la partie santé bien-être. Mon idée, c'était ça, c'était plutôt de se servir de ces qualités du sirop de sapin pour le rentrer dans ce réseau santé bien-être. Et puis après, donc aujourd'hui, on a 3 sirops de sapin, un nature, un additionné de propolis, pour ceux qui connaissent, qui est une résine végétale produite par les abeilles. Et le troisième de cynorhodon. Le cynorhodon, c'est la baie d'églantier sauvage, ce qu'on appelle chez nous le gratte-cul, qui est très riche en vitamine C. Il y a 7 fois plus de vitamine C dans l'églantier, la baie d'églantier, que dans le jus d'orange, par exemple. Donc, on a 3 sirops de sapin. On a développé la sève de bouleau, dont je vous ai parlé tout à l'heure aussi, qui se développe très bien. On a des petits bonbons, on a des gommes. Et donc, au début, mon idée, c'était ça, c'était ce côté santé bien-être. Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, ça, tu vas le vendre en automne et en hiver, mais sûrement qu'au printemps et en été, tu auras peu de clients et tu vas te rouler les pouces. Et c'est là où le côté gastronomique est revenu. Et donc, petit à petit, au fil de ces 10 ans, j'ai développé cette gamme de produits gastronomiques qui aujourd'hui, finalement, tire, même qui avance encore plus vite que la gamme santé bien-être. Et donc, après avec le sirop de sapin, la première chose qu'on a faite, ça a été ce que j'ai appelé une crème balsamique de sapin, qui est en fait quelque chose de tout simple. C'est le sirop de sapin additionné d'un vinaigre balsamique bio, et donc qui est assez intéressant parce que ça permet d'avoir un produit qui a une attaque douce avec le sirop, mais qui est relevé derrière par le balsamique. Et après, en continuant, donc, les 2 autres produits qui sont arrivés assez vite, ça a été les vinaigres de sapin. Quand je dis assez vite, mon père, je vous l'ai dit, était vigneron et il faisait ses propres vinaigres. Et donc, c'est un peu en pensant à lui que je me suis dit, ben, tu pourrais quand même essayer de faire des vinaigres de sapin. Pour faire un vinaigre de vin, bon, en fait, on part d'un jus sucré. Le jus de raisin, à la base, c'est un jus sucré. On transforme le sucre en alcool avec des levures, ça devient du vin. Et puis pour faire un vinaigre, on transforme cet alcool en acide acétique avec des bactéries. Et 6 mois d'élevage en barrique. C'est ce qu'on appelle la méthode orléanaise. Et donc je suis allé voir un ami qui est vinaigrier chez nous et je lui ai dit, je te donne du sirop de sapin et essaye de me développer des vinaigres. Donc il a mis 6 mois quand même, il a pris un petit peu de temps. Et puis voilà, on a développé, comme au début je voulais faire un vinaigre, mais c'est toujours pareil, après quand on goûte, finalement il y a 2 typicités de vinaigre qui m'ont intéressé. L'une où on a préservé un petit peu de sucre résiduel qui apporte des notes de fruits noirs, la mûre, la myrtille et la fraise. Et un deuxième où on est allé tout au bout de la fermentation, donc tout le sucre a été transformé en alcool
Et on a un vinaigre extra sec, donc qui lui vraiment est très tendu et où les notes de montagne, d'eucalyptus et de menthol sont plus présentes. Et donc finalement, quand je fais goûter à des chefs, ce qui est toujours intéressant, quand on n'a qu'un produit, s'il n'aime pas, bon, mais finalement, quand il y en a deux ou trois, ben, il y a toujours un ou deux produits qui vont l'intéresser. Et donc, par exemple, ben, le vinaigre de fruité, c'est Anne-Sophie Pic, ça me va très bien. Et pour l'extra sec, c'est Gilles Goujon, à Fonjoncouze, qui est aussi un chef assez connu chez nous. Donc voilà, donc il y a aujourd'hui comme ça les produits, les vinaigres qui sont arrivés assez rapidement. Maintenant, on a créé nos mers, nos propres mers, et donc c'est des produits qui fonctionnent très bien. Et j'ai pas mal de chefs ici et ailleurs qui utilisent régulièrement maintenant le vinaigre de sapin. D'ailleurs, un des derniers clients qui a utilisé le vinaigre de sapin, ça fait 5 ans que je travaille en Espagne avec un client que peut-être vous connaissez qui s'appelle El Celler de Can Roc à Gérone. Ça a 3 macarons Michelin. Il a été élu deuxième meilleur restaurant du monde il y a 3 ans. Et donc, il est très, très connu en Espagne. Et donc, je suis rentré chez eux avec le sirop de sapin, avec pour le chef pâtissier Jordi, que je connais bien maintenant, qui utilise le sirop de sapin dans plusieurs de ses desserts. Et maintenant, j'ai 3 produits qui sont régulièrement achetés cet étoilé, dont le vinaigre extra sec et le poivre de sapin. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant, qu'on a développé au fur et à mesure du temps. Il faut savoir que le sirop de sapin, pour ceux qui ne l'ont pas goûté encore, ce qui est surprenant, c'est que l'attaque, c'est plutôt le fruit rouge qu'on a. On a la fraise, la myrtille, la mûre, et derrière arriveront en finale plutôt les notes de montagne, d'eucalyptus et de menthol. Donc, ce qui plaît aussi aux pâtissiers, c'est on peut utiliser le sirop pour amener, bon, par exemple, maintenant on arrive dans la période des fraises, c'est assez intéressant de se servir du sirop pour accompagner tout ce que vous pouvez faire quoi, avec des fraises. Je vous apporte quelque chose bon, finalement que des arômes et des parfums que vous ne trouverez pas ailleurs. Bon, c'est du végétal, hein, puisqu'on est là, vous êtes intéressé par ça. C'est français, ça vient de chez nous, c'est des Pyrénées. Donc, ça a une histoire. Donc, j'aime bien parler de cette histoire-là, de cette recette que j'ai trouvée dans une pharmacie en Espagne. Et donc voilà, donc c'est ça quand on vend un produit aussi, c'est ma foi, ben, raconter derrière tout ce qui se trouve derrière, en plus du goût, quoi. Voilà.